c'est clair. Et ça, après, tu peux avancer. Merci. Donc là, on s'est arrêté ici normalement. Donc, comme je vous ai dit, il y a les cellules de l'immunité innée. Et comme vous pouvez voir, donc, pour l'immunité innée, donc, il faut avoir donc, on va dire un germe, ou bien un ADN, ou bien un virus, ou bien un groupe des LPS qui vont se fixer sur différents types de récepteurs qu'on appelle les TLR, les Toll-like récepteurs. Et selon le type de récepteur avec lequel a interagi l'antigène, si je peux dire, donc il y aura une voie de l'inflammation qui va être activée. Donc, suivante, Sophie. Donc, selon donc, la voie qui va être activée, comme vous pouvez voir ici, donc, de façon très schématique, il y a principalement la voie NF-κB qui est très importante. Aussi, il y a la voie de l'interféron. Et suivante, il y a aussi les inflammasomes qui sont responsables de la sécrétion de cytokines et principalement de l'ILA. Suivante. Et pour l'immunité humorale, donc, en dessus, donc, vous voyez, donc, il y a tout le système. Donc aussi, donc, je vous conseille de lire donc, ce papier qui est une revue ancienne mais qui est très très importante, qui parlait vraiment des protéines de la phase aiguë de l'inflammation et la réponse systémique à l'inflammation. C'est une revue qui est parue en 1999 qui parle vraiment sur le plan physiopathologique des différentes protéines suivantes. Donc dans cette revue, diapo suivante. En fait, on définit donc juste celle qui est avant. Désolée, Sophie. On définit les protéines de l'inflammation, donc comme tout changement qui se produit au niveau du site de l'inflammation ou bien à distance. Donc c'est un concept qui est assez ancien. Il a été étudié en 1930 suite à la découverte de la première protéine de l'inflammation qui est la CRP. Pourquoi on l'appelle CRP? CRP pour C-réactive protéine, et c'est une protéine qui est réactive contre le polysaccharide C du pneumocoque. C'est d'où l'appellation de la CRP. Donc, nous distinguons les protéines de l'inflammation, les protéines de la phase aiguë de l'inflammation et les protéines de la phase chronique de l'inflammation. Il faut savoir que ces protéines de l'inflammation ne sont pas spécifiques d'une situation particulière, ni peuvent se voir au cours des infections, des maladies inflammatoires, des traumatismes ou même des chirurgies. Diapo suivant. Donc, cette revue, en fait, essaie donc à diviser les protéines de l'inflammation, donc comme on voyait, donc les protéines de l'inflammation du système complément, qu'on voyait, et également donc les protéines du système de la coagulation et de la fibrinolyse, et principalement la fibrinogène. Il y a également donc les autres participants comme la CRP, la SAA, et toutes ces protéines, suivantes, donc ces deux protéines donc, augmentent pendant donc, l'inflammation aiguë. Alors qu'il y a d'autres protéines, donc on voit leur concentration plasmatique diminuer, principalement l'albumine, donc c'est l'hypoalbuminie qu'on observe dans les EPP des syndromes inflammatoires biologiques. Suivante. Cette courbe, donc, elle permet de résumer les différentes protéines de l'inflammation. Chose très importante à noter, et comme dit souvent Sophie, que la CRP et la SAA ont presque une cinétique qui est calquée. Donc, ce qui implique que dans les pays où la SAA, ça veut dire le sérum amyloïde A, n'est pas disponible, en fait, comme la Tunisie et comme plusieurs pays du Nord-Afrique. Je sais que ce n'est pas dispo dans les labos de routine, et pour nous, en Tunisie, on la demande pour qu'elle soit faite à l'étranger, principalement en France. Donc, lorsqu'on n'a pas la SAA, donc on peut se fier à la CRP, et toutes les deux, elles ont la même cinétique. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la SAA et la CRP qui augmentent en premier lors de ces premiers jours, et après, ça descend. Donc, et avec une concentration ou bien une charge plasmatique, ils appellent ça dans l'article, qui est très importante, qui arrive à 700% donc, de leur valeur de base. Donc, c'est une protéine qui augmente beaucoup et qui nous renseigne vraiment sur le syndrome inflammatoire biologique. Après, donc, deux protéines qui sont importantes également, donc il y a l'aptoglobine et le fibrinogène. Et comme vous pouvez voir en bas de la courbe, il y a l'albumine et la transférine qui diminuent pendant donc, les syndromes inflammatoires biologiques. Suivant. Pour la CRP, donc on va parler un peu, s'attarder un peu sur la CRP. Donc la CRP, donc c'est une protéine qui est synthétisée par le foie. Suivante.
Sophie, sous l'action de différentes cytokines inflammatoires qui sont principalement l'IL-6, l'ILA et le TNF-alpha. Ces trois cytokines sont les principaux médiateurs ou bien messagers qui sont sécrétés par les cellules de l'immunité innée, principalement l'immunocytes et les macrophages, mais également les cellules dendritiques. Et donc, ces cytokines vont agir sur le foie pour la sécrétion de la CRP. Quelles sont les caractéristiques de la cératine-protéine? Donc, comme nature biochimique, c'est une protéine qui est définie comme une protéine de la phase aiguë de l'inflammation. La cinétique est très rapide, donc elle augmente rapidement en 6 à 8 heures. Sa valeur de base normalement doit être inférieure à 6 mg par litre. Elle est très sensible de l'inflammation, mais on n'a pas de spécificité. Suivant. Donc, comme je vous ai dit, elle manque de spécificité, donc elle ne nous renseigne pas sur l'étiologie et aussi elle ne permet pas de dater donc, avec précision le début de l'inflammation. La diapo suivante. Là, on va passer donc à la SAA, sérum amyloïde A. Donc, généralement, parfois, lorsqu'on a une parfois confusion pour dire que lorsqu'on a une SAA qui est élevée, implique amylose AA. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, vous avez vu, donc c'est une protéine de l'inflammation de la phase aiguë, donc qui est presque calquée à la CRP dans sa cinétique. Donc, la SAA, ce sont en fait des petites protéines qui ont une faible solubilité. Et on distingue la SAA 1, 2, 3, 4, mais pour l'homme, nous avons la SAA 1, 2 et 4 qui s'associent à l'HDL pour donner ce qu'on appelle donc une apolipoprotéine. Donc, finalement, donc, la SAA, c'est une apolipoprotéine de faible solubilité. Et en bas, juste une petite schématisation pour dire que le gène de la SAA est localisé sur le chromosome 11 et qui est formé de plusieurs exons. Suivante. Donc, tout ça pour dire que lorsque parfois nous avons des mutations au niveau du gène de la SAA, donc on peut avoir une amylose qui est secondaire, une amylose primitive, c'est pas une amylose secondaire à une inflammation chronique, qui est secondaire à une mutation au niveau donc, du gène de la SAA. Donc, comme ce papier qui est paru en 2021, qui stipule que c'était un cas familial d'amylose à transmission autosomique dominante, et ils ont pu donc montrer que cette amylose, c'était une amylose primitive secondaire à une mutation au niveau du gène de la SAA qui va entraîner une accumulation. Plus précisément, c'est la mutation dans le promoteur du gène de la SAA qui entraîne une accumulation de la SAA et d'où donc la formation d'amylose par la suite. Et dans leur modèle, donc, comme vous pouvez voir tout à droite, que lorsqu'on a bloqué par le tocilizumab, qui est une biothérapie qui bloque l'IL-6, vous voyez très bien qu'ils ont downstreamé la voie stade 3 principalement, d'où ils ont diminué la sécrétion de la SAA1 et ils ont diminué le dépôt amyloïde. Suivant. Donc, également, comme la CRP, c'est pareil. L'IL6, donc la SAA est sécrétée par l'IL6 sous l'effet de l'IL6 de l'IL1 et le TNF-alpha, également pareillement que la CRP. Désolée en fait parce que les gens disent qu'ils n'entendent pas. Et donc je continue. Et vous désolé. D'accord. Donc là, en fait, donc ça, sur cet article donc, qui s'intéressait au mécanisme d'action de la SAA et principalement sur le site d'action de la SAA. Donc ça, c'est un modèle. Ils disent que suite à des stimuli par des LPS et par des PAMS et des DAMS qui interagissent avec les TLR, si vous vous rappelez. Donc les TLR, c'est les toll-like récepteurs qui se trouvent au niveau des cellules de l'immunité innée, ou bien des cellules effectrices. Donc, ça va déclencher toute la cascade de l'inflammation. Et là, comme on avait vu, elle est principalement de sécrétion hépatique. Lorsqu'on voit sa concentration augmenter dans le sang, donc vous pouvez voir donc, que ça va entraîner cette cascade inflammatoire au niveau des différents types cellulaires, principalement au niveau de l'hépatocyte et au niveau aussi de la moelle. Donc,
diapo suivante. Donc ce même modèle, en fait, il schématise un peu comment donc, la protéine SAA se forme. Et donc c'est la première photo qui est A pour la formation finalement des fibrilles amyloïdes. Juste rapidement, donc la SAA, comme je vous ai dit, elle est associée à l'HDL. Et quand l'amylose va se former suite à une stimulation inflammatoire ou inflammation chronique, donc il y aura cette dissociation et la SAA vient se déposer à l'intérieur des cellules, principalement au niveau des lysosymes. Et cette dégradation des lysosymes va entraîner après, on va dire entre guillemets, un éclatement des cellules, une formation des fibrilles amyloïdes qui vont donc se déposer. C'est pour ça que pour l'amylose, ce sont des dépôts qui sont extracellulaires. Ce pas des dépôts qui sont intracellulaires. Diapo suivante. Donc en pratique, donc la SAA, c'est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation, c'est une apolipoprotéine. Ça signifie qu'elle est un peu plus rapide que la CRP, entre 4 et 6 heures. La valeur normale est inférieure à 10 mg par litre. Et comme la CRP, donc il n'y a pas de spécificité, mais on dit qu'elle est plus sensible que la CRP. Suivante. Parfois, donc, dans un contexte bien des situations un peu particulières ou exceptionnelles, on observe une dissociation de la CRP et de la SAA. Donc ça, c'est un papier qui était une étude qui a été réalisée par l'équipe de Tenon, qui avait montré qu'il y avait une dissociation entre la CRP et la SAA chez les patients qui avaient une FMF. Mais ça reste une situation exceptionnelle et selon les recommandations du professeur Georges Labiel, on dit qu'on mesure la SAA au moins une fois avec la CRP pour voir si cette dissociation existe ou pas. Suivant. Et je fais un aparté là-dessus, puisque tu en parles. Si un jour vous avez un patient qui a une grosse dissociation entre les deux, avec une CRP quasi normale, une SAA très élevée, il faut nous contacter. Il y a un nouveau variant de FMF qui est probablement associé à ça, et ça peut donner de l'amylose. Donc voilà, pour info, faites attention. Merci. Okay. Donc, là, la troisième protéine dont on va parler, c'est de la fibrinogène, qui est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par le foie. C'est également une des protéines de la phase aiguë de l'inflammation, et sa concentration augmente rapidement en réponse à l'inflammation sous l'effet des cytokines pro-inflammatoires, principalement l'IL-6. Diapo suivant. Donc, le fibrinogène, c'est une molécule qu'on demande souvent, qu'on demande le dosage, mais elle intervient sur deux versants, si je peux dire, donc sur la coagulation, mais également dans l'inflammation. Diapo suivante. Un concept en fait très intéressant que je viens de découvrir, c'est l'interaction entre la SAA et la fibrinogène, et que cette interaction entre SAA et fibrinogène, en fait, elle entraîne la formation des fibrilles amyloïdes. Je ne vois plus l'écran. Ah. Je reprends. Pourtant, moi, je ne bouge pas. Voilà. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. La diapo. La diapo qui était avant, c'était par rapport à l'interaction entre la SAA et entre le fibrinogène. Donc là, c'est une étude qui a été faite en Afrique du Sud. Et cette équipe, en fait, elle s'est intéressée à un modèle qui est fibrinogène pur. Donc, pour étudier le potentiel amyloïdogène de la SAA en interagissant avec le fibrinogène, pardon. Donc, diapo suivante. Donc, juste pour vous montrer là rapidement d'une façon très schématique, donc à gauche, chez les patients naïfs contrôle simple, ça veut dire que les patients c'est un modèle qui est pur fibrinogène. Et vous pouvez voir, donc il y a les trois patients entre 8, 12 et 16. Donc, chez ces patients, donc, ils ont rajouté la SAA. Et comme vous pouvez voir dans ce qu'on voit coloré là, donc c'est les dépôts amyloïdes qui commencent à se former. Et donc tout ça pour dire que aussi pour la physiopathie de l'amylose, il y a une interaction entre le fibrinogène et le SAA, et que c'est on va dire, deux molécules qui se potentialisent pour entraîner la formation des dépôts amyloïdes, d'où l'amylose. Diapo suivante. Donc l'AVS, donc un paramètre qui est toujours débattu, donc la vitesse de sédimentation, donc c'est la vitesse avec laquelle, entre guillemets, le globule rouge tombe, et cette vitesse, elle augmente en cas de présence de rouleaux.
des rouleaux, ça peut être tout et n'importe quoi, des protéines de l'inflammation, une gammapathie monoclonale. Diapo suivante. Et en fait, il y a plusieurs situations qui font augmenter l'AVS. Comme vous pouvez voir, il y a le lupus, le myélome, l'APR, les vascularites, les maladies rénales chroniques. Donc, il y a vraiment là beaucoup de situations qui font augmenter l'AVS. Donc, franchement, en 2025, je pense qu'il ne faut plus demander l'AVS parce qu'elle n'a pas vraiment d'utilité sur le plan clinique et c'est une molécule qui a une faible spécificité et faible sensibilité. Donc, peut-être chez les patients qui ont une artérite assez géante, qui sont sous aussi, on peut demander donc l'AVS parce que la CRP va être négative. Diapo suivante. Donc, sinon, pour le dosage des cytokines, il y a actuellement pas mal de kits qui se vendent par les labos qui s'appellent les kits de dosage de cytokines, qui se font par technique ELISA ou bien multiplex immunoassay. On trouve un large panel de cytokines, ça ressemble un peu d'une façon très schématique au DOT. Donc, ils font le dosage de l'IL1, de l'IL6, de TNF-alpha et de l'interleukin 18, mais ça reste quand même pas accessible à tous les centres et ça reste aussi du domaine de la recherche. Et on les dose vraiment ces cytokines-là dans les études fonctionnelles ou dans les nouvelles mutations pour voir donc, le comportement des cellules suite à des simulations par le LPS, par exemple, au cours des études de recherche. Donc, suivante. Je peux faire un petit pouce là-dessus parce que moi, je n'ai pas prévu d'en reparler. Pour votre info, honnêtement, nous, on les dose depuis plusieurs années. L'intérêt, il est très, très, très limité. La seule qui peut nous être utile, c'est l'IL-18 dans le style. Et donc, vu le coût, etc., je pense pas que ce soit quelque chose en routine à développer, peut-être sur conseil de RCP. Et je vous invite à lire, il y a quelques publications, notamment de Inès Elani en premier auteur qui a travaillé là-dessus. Et puis, on va vous présenter à la prochaine SNFMI, normalement, des résultats là-dessus, mais un intérêt limité, voilà, honnêtement. Exactement. Donc, là, pour finir, donc, comme vous pouvez voir, donc, les marqueurs de l'inflammation sont très variés. Donc, ce qu'on utilise, nous, vraiment de pratique courante, c'est principalement la CRP et le fibrinogène. Donc, c'est ce qu'il faut garder. La SA, si on peut la doser, oui. Si on peut la doser au moins une fois, oui. CRP et SA, c'est un peu calqué. Donc, il faut laisser tomber un peu l'AVS. Et pour le dosage des cytokines, donc, comme disait le professeur Jean Lavière, en fait, c'est, on va dire, peu utile en ce moment, surtout dans un contexte très particulier. Et je vous remercie. Désolée pour toutes ces histoires d'ordinateur. J'espère que c'était très bon.